Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Bulletin sportif. Encore une fois, une grosse semaine. Et là, c'est vrai, on a vraiment commencé à entamer les éliminatoires, les finales, les championnats et tout. Donc, on fait le tour de tout ça aujourd'hui. On fait le tour de tout ça grâce à qui? Grâce à Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service qui est offerte est à la base de toutes leurs actions. Alors, merci Gagné Sport d'être là. Immédiatement, j'entre dans le sujet. Hockey universitaire, eh bien, on va parler de hockey universitaire en grand. On va mettre la table. On va parler des demi-finales qui ont eu lieu au niveau féminin, des gros matchs, des grosses séries qu'on a eues. Donc, on va parler de tout ça avec Léa McIntyre et également David Brosseau, qui est le descripteur des matchs des Carabins. Donc, évidemment, il a vu ça de très près. Puis Léa, comme toujours, est une analyste avertie. Elle est allée au match, donc elle va pouvoir partager avec nous ses commentaires, ses observations, ses analyses. Puis, évidemment, on va parler de la finale qui s'en vient. Au niveau masculin, on a eu les demi-finales dans l'Est de l'Ontario. Eh bien, l'UQTR a battu Carleton et Concordia a battu McGill. Donc, la logique est respectée. On va avoir un affrontement UQTR-Concordia en finale de l'Est de l'Ontario. Et ce sera évidemment pour une place en finale de l'Ontario contre le champion de l'Ouest. Volleyball, demi-finale universitaire féminine. On a eu un match d'anthologie entre McGill et Montréal. En fait, une série d'anthologies, je dirais. Ça s'est terminé 2-1, mais le dernier match s'est terminé au 5e set. Formidable. Donc, je vous invite à aller lire toute la description, toute l'analyse et tout ça, le reportage du match. Celui-là, le match, les séries masculines et également les championnats collégiaux qui ont eu lieu en fin de semaine passée. Un article sur bulletinsportif.ca à ce sujet. Chez les hommes, avant que vous alliez le lire, je vous dis quand même que Sherbrooke et Montréal vont se rencontrer en finale. Ils ont respectivement battu Dalhousie et Laval. Championnat provincial collégial, Édouard Montpetit a battu Jonquière chez les femmes en 3 manches. Et chez les hommes, Sherbrooke en 5 manches contre Saint-Jérôme, encore là. Du gros volleyball et beaucoup d'intensité. Basket universitaire. On va faire le tour comme chaque semaine avec Jason Bryan Jean-Baptiste. Basket collégial, on avait les quarts de finale mardi qui ont eu lieu. Donc, chez les femmes, Dawson a battu Lennox 59-46. Sainte-Foy a battu Trois-Rivières 66-52. Donc, elle se qualifie pour le tournoi en fin de semaine prochaine qui aura lieu au cégep Édouard-Montpetit. Chez les hommes, même chose, quart de finale. Hunsick a battu Sainte-Foy, Dawson a battu Sherbrooke, Brébeuf a battu Thetford et Vanier a battu Montmorency. Donc, c'est 4 équipes-là qui ont gagné. Elles aussi, évidemment, se qualifient. Ils vont jouer entre elles les demi-finales à Édouard-Montpetit en fin de semaine prochaine. Mais, il y a eu des grands événements parce que là, on avait non seulement des demi-finales, on avait des championnats. Un championnat canadien en natation et les championnats provinciaux en athlétisme. En natation et en athlétisme, évidemment, je ne vous donnerai pas l'ensemble des résultats parce qu'il y en a énormément. Mais au niveau de natation, au championnat canadien, important de souligner, McGill chez les femmes au niveau du concours par équipe a terminé 3e. Recrue de l'année cette année, Danica Etier de Laval. Et le prix du service communautaire donné à Pablo Collin de McGill. Écoutez, Danica Etier, elle est terminée 2e au 100 mètres d'eau et 1re aux 50 mètres d'eau. Pablo Collin, en plus, évidemment, de son service communautaire, 1er aux 200 mètres libres et 1er aux 400 mètres libres. Donc, 2 athlètes extraordinaires qui ont connu une saison formidable et qui ont été particulièrement excellents cette année au championnat
canadiens. En fait, c'est les deux qui ont eu des médailles d'or, les deux seuls Québécois qui ont eu des médailles d'or. Championnat RSEQ d'athlétisme dont je vous parlais, en ordre par équipe, Laval, Montréal, McGill, chez les hommes comme chez les femmes. Il y a eu, évidemment, encore une fois, énormément de résultats. Je ne ferai pas le tour, mais je veux souligner les records québécois qui ont été établis. Audrey Jackson des Carabins aux 300 mètres, une performance de 37 secondes 99. Et Yacine Habert des Carabins aux 600 mètres en 1,17,08. Donc, deux nouveaux records provinciaux qui ont été établis au championnat du RSEQ en fin de semaine dernière à McGill. Yacine Habert, notamment, a été nommé athlète par excellence du championnat provincial chez les hommes. Non seulement son record aux 600 mètres, mais également des médailles d'or aux 1000 mètres et aux 4x400. On a Jessie Lacourse. Combien de fois on a parlé de Jessie Lacourse? La grande Jessie Lacourse qui, pour la 4e fois de sa carrière, est nommée athlète par excellence du championnat provincial. C'est son chant du cygne, en réalité, les championnats canadiens. Ça va être la dernière fois qu'elle va porter les couleurs du rouge et or en compétition. À partir de là, elle portera les couleurs probablement de l'équipe canadienne ou d'autres couleurs, mais en tant qu'étudiante de l'Université Laval, et porte-couleur du rouge et or comme telle. Ce sera sa dernière compétition. Et bien, dans sa dernière compétition au niveau provincial, elle a encore une fois, comme je disais, été nommée athlète par excellence. Des médailles d'or aux 1000 mètres, aux 1500 mètres et aux 3000 mètres dans son cas. Et je voulais aussi souligner qu'il y a un autre athlète, celui-là de McGill, qui a obtenu 3 médailles d'or. Le coureur Matthew Baudet aux 3000 mètres, aux 1500 mètres et aux 4 fois 800. Alors voilà, ça vous donne une idée de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Je vous rappelle, on parle avec Jason, Brian Jean-Baptiste et un gros topo hockey féminin universitaire où on parle et on fait le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière et de la grande finale qui s'annonce à partir de jeudi soir. Merci. Bon show tout le monde. Jason, Brian Jean-Baptiste avec nous, chronique basket universitaire. C'était la dernière fin de semaine d'activité. Ça vaut ce que ça vaut dans le sens où les dés étaient pas mal joués là, pour les différentes équipes. Du moins pour savoir qui était qualifié. On savait que McGill, autant chez les filles que chez les gars, était éliminé. Fait que je pense qu'on a joué des matchs pour s'assurer de soit tester des choses, permettre à des jeunes joueurs d'avoir plus de temps. Pas quelque chose comme ça. Fait que c'est pas une fin de semaine qui est extrêmement marquante, là, dans le sens où ça a peu d'impact sur une analyse à faire. Par contre, ça veut aussi dire que les éliminatoires commencent ce jeudi. Et là, on a un sujet intéressant. Fait que toi, tu as vu des matchs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as retenu, justement, mais c'est ça. Je te laisse aller là-dessus. Ouais. Je pense que, honnêtement, mais tu sais, comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement des matchs qui sont une bonne réflexion de ce qui va exactement se passer en série éliminatoire. Par contre, je pense que toutes les équipes qui ont joué, autant du côté féminin que masculin, ils ont montré des choses dans les victoires ou les défaites qui un peu soulignent leur identité. Genre, par exemple, quand je pense à du côté féminin, Bishops contre l'UQAM, c'était un match serré, puis je trouve qu'encore une fois, les Gators ont montré, de un, à Mike Siciliano, joueuse exceptionnelle, ça c'est quelque chose qu'on a vu toute la saison, mais aussi c'est une équipe qui a une force de frappe offensive qui est très polyvalente, puis qui, surtout, ils exécutent bien dans les gros moments, particulièrement au 4e quart. C'est ça qui arrive dans ce match-ci. C'était un match très serré des deux côtés tout au long du match. Des deux côtés, autant les citadins, je pense qu'ils ont rentré 8-3 points. Bishop, je pense qu'ils ont rentré 10. C'était un match assez serré offensivement. Mais à la fin, c'est l'exécution au 4e quart qui a fait la différence. Puis ça, c'est quelque chose que les Gators ont montré tout au long de la saison. Et à l'inverse, je te dirais qu'on a vu l'UQAM souvent être peut-être descendre d'une petite coche au 4e, prendre des rebonds, mais pas finir le travail. Il me semble, en tout cas, c'est peut-être une observation, tes vois plus que moi ou tes analyses plus que moi. J'ai l'impression que l'UQAM, des fois, arrive à des moments comme ça au 4e quart où on dirait que le match est serré. Bang, elles se font rattraper là. On dirait qu'il y a un petit manque d'exécution en fin de match. Ouais. Moi, je pense que tout au long de la saison, l'UQAM, du côté féminin, c'était beaucoup le 3e quart en début de saison, que c'était un peu leur bête noire, qu'il y avait du mal d'exécution. Mais je pense que c'est vraiment une question de juste, pour moi, le niveau des citadins, juste le contrôle puis l'exécution, puis être capable de bien finir quand ils sont pas capables de dominer à l'intérieur.
C'est vraiment au niveau de l'exécution au périmètre, puis être capable de trouver d'autres opportunités quand Fredlin sont dans des matchs où, face à un adversaire qui protège bien le cercle, c'est est-ce que le reste de l'équipe peut faciliter les choses au niveau du périmètre. Je pense que c'est plus ça. Puis des fois, je trouve que dans les fins de match, il y a peut-être un manque de juste de rentrer des tirs. Parce qu'au final, c'est ça le basket, c'est juste rentrer des tirs, puis les mettre dans les gros moments. Puis je pense que quand le cercle, en tout cas l'intérieur est congestionné, puis qu'ils sont dans des situations où ils sont forcés de prendre des tirs extérieurs constants, ben c'est là que ça devient peut-être un peu plus difficile. Fait que pour moi c'est vraiment ça du côté des Stars. On a eu, McGill, Lucam, après sa défaite de jeudi contre Bishops, Lucam a battu McGill 76-44. Ensuite, samedi, on a aussi vu Concordia écraser Laval, là, mais encore une fois, je ne pense pas que faut tout prendre ça avec pour du cash, là, façon de parler. Mais il faut quand même souligner Rich Bourgogneau qui termine sa carrière universitaire avec une autre performance de 25 points. Une diminutive joueuse qui aura marqué la saison malgré tout pour Concordia. Ben, en fait, j'ai fini sa carrière, c'est pas vrai, elle a quand même un match éliminatoire à aller jouer, mais finit sa carrière, sa saison régulière avec son dernier match de saison régulière, en fait, avec une belle performance. Ça va être intéressant maintenant de voir en éliminatoire, parce que Concordia, justement, joue contre Bishops. Est-ce que Bourgogneau est capable de prendre contrôle du match, mais suffisamment pour déranger Bishops? Je te pose la question. Moi, je pense que les matchs qu'ils ont joués, parce que je trouve qu'ils ont quand même eu des très beaux duels, Bourgogneau et Siciliano, dans les matchs qu'ils ont eus cette saison. Je pense que moi, ce que j'ai aimé de ce match-là contre le Rougeard, c'est que j'ai trouvé que Concordia avait joué avec une vitesse exceptionnelle. C'est une vitesse que j'ai pas vue de jeu. Puis je trouve que c'est une vitesse qui a leur avantage parce que c'est pas nécessairement l'équipe la plus grande, mais j'ai trouvé que contrairement au Rougeard, ils sont arrivés à une vitesse de jeu, une exécution, puis vraiment de hustle, puis de prendre les rebonds offensifs, prendre les rebonds défensifs que j'avais pas nécessairement vu tout au long de la saison. Fait que moi, je pense que s'ils sont capables d'avoir une performance exceptionnelle de Bourgogneau, puis qu'autour de ça, ils sont capables de jouer les autres joueuses avec une bonne vitesse. Je pense à Rowena Blais, Florence Poirier, des choses comme ça. Je pense que s'ils sont capables d'amener cette même intensité-là qu'ils ont amené contre le Rougeard, je pense qu'ils peuvent donner pas du fil à... Ben, un bon match, on va dire ça comme ça. Je pense qu'ils peuvent donner un bel effort, puis voir même du fil à retordre, parce que je trouve que Harry Bourgogneau, c'est une joueuse qui joue avec de l'intensité, c'est une joueuse aussi qui aime les gros moments comme Siciliano. Fait que si elle peut... Parce qu'ils vont avoir besoin d'elle, ils vont avoir besoin qu'elle marque plus de 20 points. Pour moi, c'est essentiel pour s'ils veulent chercher cette victoire-là. Puis après ça, la question, ça va être est-ce que le reste des joueurs autour de Bourgogneau peuvent amener l'intensité, de la bonne défense, puis rivaliser, surtout au niveau des rebonds. Ça va être une chose intéressante. C'est contre les Gators, c'est une équipe qui ont des grandes joueuses qui peuvent prendre beaucoup de rebonds. Est-ce que du côté des Stingers, est-ce qu'elles peuvent rivaliser avec ça? Est-ce qu'elles peuvent amener cette intensité-là qu'on a vu contre le Rougeard? Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Puis, il faut aussi souligner que la dernière fois où ces deux équipes-là, Bishops et Concordia, se sont affrontées, c'était au milieu de janvier. Et à ce moment-là, au fin janvier, Bishops avait gagné le match du jeudi par 4 points avant de voir Concordia gagner le match du samedi par 3 points. Donc, oui, Concordia est capable de déranger Bishops. Maintenant, ça va être de voir, comme tu dis, est-ce que ce qui est complémentaire, qui va avoir comment je pourrais dire, le scoring complémentaire, là, dans le fond, à Siciliano d'un côté, Bourgogneau de l'autre, à savoir laquelle des deux équipes va être capable justement de compléter le plus, d'offrir le plus défensivement au rebond, toutes ces choses-là, effectivement. Non, c'est ça, ça va être qui va être capable de compenser cette explosion-là des deux côtés, que ce soit à Rich Bourgogneau ou à Megan Siciliano, c'est quelle autre joueuse va sortir du lot puis amener cette dizaine de points-là de plus ou cette dizaine de rebonds de plus pour vraiment faire la différence. C'est ça qui va être intéressant. Exact. Puis mon feeling, c'est que Bishops a plus d'outils, du moins sur papier, pour y arriver là, avec les Jaël Kabunda puis Jennifer Louis notamment. Puis regarde, je pense qu'à mon avis, il y a une équipe plus complète là, mais il faut jouer le match. Puis c'est ça au basket universitaire.
C'est pas des 2 de 3, c'est do or die. Donc, peu importe ce qui s'est passé dans la saison, tu dois gagner ce match-là. Et Bishop, c'est un peu le singe sur les épaules, pour reprendre une expression, parce que ça fait 2 ans de fil qu'elles finissent en fait, les 2 dernières années avant, elles finissaient dans les 2 premières, mais jamais elles ne se sont qualifiées pour la finale provinciale. Donc, ce sera de voir cette année, elles ont fini première. Est-ce qu'il y a comment je dis, justement un chip on their shoulder? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, qui va les déranger ou en tout cas qui va leur rajouter une pression? Et comment vont-elles le gérer? Mais bon, j'ose croire qu'elles vont le prendre comme c'est-à-dire un match à la fois, puis aller jouer ce match-là comme elles sont capables. 100%. Je pense que, est-ce qu'on peut parler aussi du match UQAM contre Laval en série Oui, évidemment, on en était rendu là. Je pense que honnêtement, c'est 2 équipes que je trouve que dans les dernières semaines, ils ont connu les difficultés des 2 côtés. Mm-hmm. Mais je pense que je m'attends à ce que l'UQAM remporte ce match parce que je trouve que physiquement, c'est l'équipe qui vraiment est plus imposante, qui est plus dynamique, je trouve. Puis je trouve aussi qu'ils ont plus de joueuses qui peuvent aller chercher, qui peuvent vraiment amener une frappe offensive intéressante. Je pense que le Rougeur, tout au long de la saison, c'est une équipe qui joue extrêmement bien collectivement en termes de défense, puis de vraiment une belle polyvalence offensive, surtout avec des passes rebonds, des codes vers le panier. C'est une équipe qui a montré beaucoup de ça, mais individuellement, il n'y a pas nécessairement plusieurs joueuses qui peuvent t'amener à plus de 15 points de semaine en semaine dans des matchs. Puis pour moi, c'est ça la question. Est-ce que le Rougeur peut... Est-ce qu'on peut avoir plusieurs joueuses qui peuvent amener cette frappe offensive-là au terme des points, mais aussi au niveau d'aller chercher les rebonds puis rivaliser avec les Citadins? Parce que c'est une grande équipe, c'est une équipe qui domine l'intérieur, c'est une équipe qui est très intense, puis ils ont des vétérans. Je pense à Alex Dufresne, par exemple, qui a connu un très beau match contre McGill. Je pense qu'elle a eu quoi? Genre 16 points, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ils ont beaucoup de joueuses que balle en main peuvent prendre des décisions, puis attaquer le cercle, puis dominer l'intérieur. Fait que pour moi, ça va être ça la question. On se souvient à leur dernière rencontre, c'était l'UQAM qui avait dominé. Le match d'avant ça, c'était le Rougeur qui avait dominé à l'UQAM. Fait que je trouve que ça va dépendre de comment va le match. Est-ce que les Citadins peuvent arriver avec du contrôle? Parce que pour moi, c'est ça la question avec cette équipe-là. C'est une équipe qui a du talent, qui a les armes pour se qualifier en provincial, mais c'est est-ce qu'on peut dominer puis amener cette intensité-là défensive, mais rester, puis pas dépasser la ligne entre être intense, puis mettre de l'énergie, puis être indiscipliné, puis se mettre dans des problèmes avec des fautes ou pas bien exécuter sur certaines possessions, notamment pour capitaliser au cercle, pour capitaliser sur la ligne des lancers francs. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment une question de contrôle, puis de contrôle constant, offensivement et défensivement. Puis tu apportes un bon point quand tu parles d'offensive récurrente d'une joueuse. Parce qu'elles ont des bonnes joueuses, Laval, Kélifi, Verret, c'est quand même des bonnes joueuses de basket. 100%. Collectivement, effectivement, c'est une équipe qui fait des bonnes choses, mais elles arrivent sur une séquence de 3 défaites, de 1. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose là qui est en train de se passer? Je veux pas empirer l'affaire, mais ça reste que tu arrives sur une séquence de 3 défaites. Tu n'es pas dans un mindset, si on veut, ultra confiant. Tu n'as pas bâti ça de cette façon-là. Ça a fini 2-2 cette saison entre l'UQAM et Laval. Et là, Laval a l'avantage du terrain, ça se passe chez eux. Sauf que les 2 équipes ont à chaque fois gagné leur match à l'extérieur. Fait qu'elles ne peuvent même pas non plus bâtir sur le fait, hey, on est chez nous, puis à cause qu'on est chez nous, on les a contrôlés quand on était chez nous. Mais bon, j'aime quand même mieux jouer le match chez nous nonobstant, là, parce que tu as la foule derrière toi, puis un paquet de choses. Et on sait que la foule à Laval, si les gens sont là-bas, puis ils se rencontrent, puis ils s'en vont voir la partie, il va y avoir de l'ambiance en masse. Pour ça, il n'y a pas de doute à Québec, et quand on décide de suivre notre équipe, il y a tout le temps d'énergie en masse pour l'équipe du Rouge et Or. Mais je suis de ton côté par rapport à ça, dans le sens que je pense que l'UQAM, si elle reste patiente, vont... Tu sais, patiente dans le sens où, oui, elles vont jouer leur jeu agressif, elles vont jouer leur jeu, mais si elles
Elle laisse le match se dérouler comme il est supposé se dérouler, c'est-à-dire fais ton jeu, fais tes choses, peu importe ce qui se passe au niveau du score, mais continue à garder tes choses. J'ai de la misère à voir l'UQAM échapper ce match-là. Oui, petite correction, j'avais dit Alex Dufresne, c'était 23 points contre McGill. Okay. Mais ouais, mais comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment ça, c'est juste une question pour moi de contrôle puis de exécution. Parce que cette équipe-là, genre, tu le vois quand elle joue, quand ils sont offensivement, quand ils sont allumés, c'est extrêmement difficile de les arrêter. Puis du côté du Rouge-Or, je pense que ça va être juste de retrouver, mais comme tu l'as dit, c'est une question de confiance, mais je pense que c'est aussi beaucoup de tirs ouverts ou 3 points ratés. Puis je pense que ça va être trouver la balance entre l'attaque aux 3 points puis capitaliser là-dessus. Mais quand ça ne marche pas, est-ce qu'on est capable de s'affirmer au cercle puis d'aller chercher beaucoup, beaucoup de lancers francs? Parce que ça, c'est une façon de compenser. C'est quand ton tir extérieur ne marche pas, c'est est-ce que tu peux rentrer, attaquer dans le cercle, créer beaucoup de fautes, mettre. Puis Lucam, c'est une équipe que, tout au long de la saison, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui a montré qu'ils peuvent tomber dans des situations où ils sont dans beaucoup de fautes. Ouais. Fait est-ce que tu peux chercher cette faiblesse-là, aller attaquer le cercle, puis aller chercher 20, 25, 30 lancers francs? Si ton tir extérieur ne marche pas. S'ils sont capables de faire ça, c'est là que je pense qu'ils ont une belle chance de gagner ce match. C'est aller chercher des lancers francs. Parce que si tu regardes les 2 matchs qu'ils ont remportés contre les Citadins, c'était ça. Je pense que le match qu'ils ont joué à l'UQAM il y a quelques semaines, c'était quoi? Genre 25 lancers francs, passe à quoi? 16 du côté des Citadins, quelque chose comme ça. Fait que est-ce que tu peux créer cet écart-là si ton tir extérieur ne marche pas? Parce que ça, c'est, je pense, la meilleure façon de compenser, c'est aller chercher des fautes sur la ligne des lancers francs. Excellent. Donc, ça va être à surveiller. UQAM Laval et Bishops contre Concordia jeudi soir. Chez les hommes, là, on a... J'ai un petit chat dans la gorge. Bon. Chez les hommes, donc, on va avoir l'UQAM qui va recevoir Concordia. Concordia qui a fini par se qualifier la fin de semaine passée en gagnant contre McGill. Un match après avoir subi combien il y avait 8 défaites consécutives, je pense, Concordia à ce moment-là. Donc, ils ont réussi à se qualifier in extremis. On en a parlé souvent. Concordia, ce n'est pas une mauvaise équipe de basket parce qu'elle a perdu 8 matchs. Là. Il y a une question de. Il y a un paquet de petits éléments ici et là qui font la différence. Mais ça reste que pour moi, l'UQAM demeure l'équipe à battre chez les hommes. Je dis demeure l'équipe à battre. On reparlera de Bishops tantôt que j'aime bien. Là, j'ai beaucoup aimé leur fin de saison. Mais l'UQAM, à ce moment-ci, contre Concordia, c'est leur match. C'est leur match. Là. Je pense que s'ils arrivent là dans un bon état d'esprit, tu sauras me le dire, normalement, ça devrait être une formalité jusqu'à un certain point. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que les Citadins sont les favoris. Je pense que, encore une fois, les Citadins, dans leur match contre Bishop, ont montré que c'est une équipe sont terrifiants. Sincèrement, ils ont plusieurs gars qui peuvent aller chercher plus de 20 points, qui peuvent exploser. Puis même à ça, s'il y en a un qui va chercher en haut de la marge des 20 points, il y en a d'autres qui vont être très proches. Puis offensivement, défensivement, quand ils sont concentrés puis assidus, sont très difficiles à battre. Puis leur basketball collectif, quand c'est vraiment fluide puis allumé, je pense que c'est l'équipe qui a montré qui était peut-être la plus inarrêtable sur certaines séquences, particulièrement en fin de match. Par contre, je pense que dans les derniers matchs, les Stingers, je pense qu'ils gagnent en confiance. Je pense qu'ils ont le fait d'avoir eu beaucoup d'adversité, genre au milieu de saison. Je pense que les 2 derniers matchs qu'ils ont montré, oui, c'est pas nécessairement les matchs les plus représentatifs de peut-être leur réalité, mais je pense que le fait d'avoir eu des gars comme Sami Jahan, Alec Faneuf, Jaime Joseph qui ont dû step up puis prendre des rôles plus importants au niveau de l'offensive pendant que Tyrell Williams était absent. D'ailleurs, Tyrell Williams est revenu dans leur dernier match au genre. Il n'a pas beaucoup joué, mais ça va être un autre élément intéressant à suivre. Je pense que avoir vécu beaucoup d'adversité, des fois, ça crée cette étincelle de plus, ça ajoute de la confiance. Fait que je pense qu'ils peuvent arriver à l'UQAM avec un très bon état d'esprit puis une très bonne confiance de écoute, on a vécu beaucoup de choses, ça a été très difficile, et on n'a rien à perdre. Ouais, c'est exactement ça. Fait que je pense que s'ils sont capables de forcer les Citadins dans du basketball, dans des séquences de basketball moins collectives, ou ces gars-là, puis je pense que ça va être ça du côté de l'UQAM, c'est est-ce qu'ils peuvent rester collectifs, fluides, constants puis dynamiques pendant les 4 quarts?
Parce qu'ils sont capables de faire ça, ils sont probablement l'équipe la plus proche d'être imbattable. Mais si tu es capable de rentrer dans des petites séquences, que ce soit dans des fins de quart surtout, où tu es capable de les forcer à genre jouer du one-on-one, c'est peut-être que là que tu es capable de rester dans le match. Puis je pense que les Stingers, le fait d'avoir eu des fins de match très mauvaises récemment, je pense qu'ils ont beaucoup appris. Puis je pense que ça va peut-être les aider, par exemple, je vais donner un exemple, un troisième quart où les Stadins mènent on va dire, de 7 points. Mais je pense qu'une situation comme ça au quatrième quart, de l'avoir vécu autant de fois, parce que, on se rappelle qu'ils avaient eu un match à Bishop, je pense que c'était quoi, 3 prolongations, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, ils ont vécu le pire résultat de ces situations-là. Fait que s'ils tombent dans une circonstance où il y a une avance au début du quatrième quart, moi, je pense que les Stingers, ils peuvent rester là. Je pense qu'ils peuvent être assez bien exécutés, autant défensivement qu'offensivement, pour rester dans un match comme ça. Par contre, ça va être ça la question. Est-ce que défensivement, ils vont trouver une façon de forcer les Stadins hors de leur jeu? Puis pour moi, c'est ça qui va être très difficile. Puis c'est ça qui va être intéressant à voir. C'est très difficile, mais ils n'ont pas le choix en même temps parce Oui. qu'ils n'ont pas la force de frappe pour répliquer coup pour coup puis se lancer dans un match où est-ce que c'est panier contre panier contre panier. Est-ce que l'UQAM a les capacités de faire probablement davantage? Donc, oui, il y a une structure défensive qui a besoin d'être là et d'être efficace contre l'UQAM, mais si une équipe qui est capable de rester collectivement solide, c'est bien Concordia. Je trouve que c'est une équipe qui garde sa structure malgré tout le plus longtemps possible, alors que si justement il arrive à rester à portée de l'UQAM tout le long du match, rester dedans, tu peux peut-être justement profiter d'une intention des joueurs de l'UQAM de commencer à vouloir faire les choses par eux-mêmes. C'est ton objectif. Il faut que mentalement, tu arrives à jouer dans la tête de l'UQAM assez pour lui enlever sa confiance puis lui enlever l'impression que ce qu'il a fait, c'est suffisant. Il faut leur donner l'impression que non, donnez plus, puis à ce moment-là, oui, ils sont capables, c'est un couteau à double tranchant, parce que s'ils décident de donner plus puis que ça marche, ben ça fait mal, mais en même temps, c'est là qu'ils peuvent peut-être sortir de leur plan de match. 100%. Puis je pense aussi que si tu regardes les défaites des Citadins, oui, c'était un côté de peut-être un manque de fluidité offensive, mais je pense aussi que c'est les rebonds. Je pense que toutes les équipes qui ont réussi à vraiment battre les Citadins, puis les battre solidement, je pense notamment à Bishop, ils ont été capables de juste les battre en termes d'effort et d'exécution sur les rebonds. Fait que moi, je pense qu'un scénario dans lequel les Stingers peuvent remporter ce match, c'est est-ce qu'ils peuvent aller chercher plus de 15 rebonds de plus que les Stadins. Pour moi, ce serait un scénario où tu pourrais voir qu'un match serait plus proche parce que pour moi, ce serait un indicatif de juste une meilleure exécution. Fait que pour moi, ça va être ça. C'est est-ce que. En fait, pour moi, c'est clair. Si les Stingers peuvent avoir leur meilleur match au rebond de la saison, c'est leur meilleure chance d'essayer de remporter ce match-là. Il faut qu'ils battent les Stadins au rebond. Pour moi, c'est clair et définitif. S'ils ont moins de rebonds, pour moi, je vois pas comment ils pourraient les battre, en fait. Ça va être intéressant à suivre parce que il y a Alex Lochard qui n'a pas joué en fin de semaine pour l'UQAM. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est. Bon, évidemment, ça démontre qu'il n'était pas en mesure parce qu'à la limite, il ne l'aurait pas fait jouer beaucoup de minutes là, si ça avait été juste pour le protéger ou c'est juste le reposer. Mais si c'est une question d'une petite blessure, est-ce que c'est assez dérangeant pour l'empêcher de jouer contre Concordia? Ça va être à suivre, ça, cet élément-là. On a aussi Bishops contre Laval. Et ça, Bishops contre Laval, c'est intéressant. J'aime ces deux équipes-là pour des raisons différentes. Bishops, bien évidemment, c'est Étienne Gagnon et Charles Robert d'un côté. Étienne Gagnon, probablement recrue de l'année. Fait que donc, c'est deux tours, là, deux gars extrêmement efficaces des deux côtés du terrain. Puis du côté de Laval, ben, c'est Sidney Tremblay-Lacombe, c'est Steve Joseph, c'est du jeu avec nos plus petits joueurs rapides. C'est eux qui contrôlent le match. Donc, ça va être vraiment un duel super intéressant. Puis l'équipe qui va en sortir, de toute façon, va être loin d'être une proie facile pour l'UQAM ou Concordia. Moi, je pense que ça va probablement être le match le plus serré de cette fin de semaine qui s'en vient parce que je pense que c'est deux équipes qui sont tellement bien disciplinées puis qui font tellement bien les choses défensivement puis
au rebond. Je pense que du côté du Rougeur, ça va être est-ce qu'ils pourront, avec Sidney Tremblay-Lacombe, retrouver cette frappe offensive-là explosive qu'on a vue? Parce que pour moi, c'est offensivement, en termes de juste polyvalence puis de jouer du jeu collectif pendant les 4 quarts. Euh, Lucam, c'est quelque chose par leur talent athlétique, mais je trouve qu'en termes de peut-être, c'est juste mon avis, là, mais en termes d'exécution constante tout au long de la saison, je pense que c'est le Rougeur qui l'a montré plus Oui. parmi les équipes du circuit, en termes de juste vraiment, avec Sidney Tremblay-Lacombe, créer des passes, des cotes, faire beaucoup de passes rebonds, puis vraiment créer beaucoup de diversité dans la manière d'attaquer, que ce soit autant au tir extérieur que attaquer le cercle puis chercher des lancers francs. Je pense que ça va être vraiment ça. Genre, ça va être vraiment voir comment ils pourront attaquer cette défensive des Gators qui a montré dans les dernières semaines qui, honnêtement, défensivement, en termes de protéger le cercle, c'est probablement la meilleure équipe du circuit. En termes de, à cause de leur taille, à cause de leur dynamique, puis vraiment leur capacité à juste lever les bras, puis forcer les gars à devoir prendre des tirs au mid-range très difficiles. Ça va être ça. Puis je pense que du côté de Rougeur, ils ont, je pense, Sidney Tremblay-Lacombe, qui est probablement le gars en lequel j'ai plus confiance pour prendre ce type de tir-là qui est plus difficile. Fait qu'ils ont un gars pour ça. Oui. Là, la question, ça va être est-ce qu'autour de ça, les autres joueurs vont être capables de bien exécuter puis de capitaliser sur des tirs ouverts? Ben, d'un, puis est-ce que Ismaël Diouf, est-ce que Saïdou Sall, ils vont avoir le défi de l'année là, pour eux là, d'affronter, je parlais tantôt des deux gars de Bishops au niveau du rebond. Donc, eux autres, ils vont avoir un solide défi. Qui va gagner ça? Si Diouf et Sall arrivent à maintenir un rythme, en tout cas, qui fait en sorte que leur bataille au rebond contre les deux gars de Bishops est pas mal égale. Effectivement, tu l'as dit, en qui on a confiance pour prendre ces tirs-là, faire le jeu. Ça va ouvrir le jeu pour Lacombe. Puis je pense que, oui, il y a peut-être du travail complémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de le faire? Mais à la base, c'est à Lacombe à le faire dans ce cas-là. C'est à lui à le faire. Fait il l'a fait toute l'année. Maintenant, va-t-il le faire dans ce match-là? C'est ça qu'on va regarder. Mais pour vrai, c'est son travail cette fois-ci. Puis je pense que c'est vraiment l'exécution au rebond, l'exécution en dessous des paniers de ces deux, Diouf et Sall. Si les deux sont capables de faire du gros travail là, ça va être à Sidney Tremblay-Lacombe de montrer pourquoi on considère que c'est un des meilleurs joueurs au Québec, peut-être même au Canada. Oui, 100%, mais je pense aussi que, tu sais, particulièrement au tir extérieur, parce que là, les dernières semaines, là, ils n'ont pas eu des bons. Je sais que c'est pas nécessairement représentatif, mais ils n'ont pas eu des très bons matchs aux 3 points. Là, cette fois-ci, ils peuvent pas avoir un match avec genre 2-3 points marqués, puis genre sur 15 tentatives, quelque chose comme ça. Ils peuvent pas avoir ça contre cette équipe-là parce que ça va être une équipe qui, en tout cas, les Gators qui sont capables de s'affirmer physiquement, puis de vraiment aller chercher les rebonds, puis de capitaliser sur des opportunités. Fait que pour moi, ça doit être un très bon match sur le tir extérieur. C'est parce que je trouve que l'Urgence prend la meilleure équipe en termes d'efficacité. Peut-être, en tout cas, eux puis les Citadins, c'est débattable. Tu me dirais peut-être les Citadins, mais en termes vraiment d'efficacité, puis de prendre ce tir-là aux 3 points puis être efficace tout au long du match, c'est une équipe qui s'est montrée très assidue en début de saison. Là, ça va être de retrouver cette assiduité-là. Ça va être nécessaire, c'est impératif. Ils ne peuvent pas tomber dans un match où il manque beaucoup de 3 points. Puis encore une fois, s'ils ne sont pas capables de rentrer le tir extérieur, c'est est-ce qu'ils vont être capables de chercher beaucoup de lancers francs pour compenser? Puis, parce que l'autre côté aussi, c'est ça. T'as un Zach, on n'en parle pas, mais Zachary John a été excellent en deuxième moitié de saison pour Bishops. Il a été le leader pour eux. David Navarro, qui a justement été capable d'entrer des 3 points. Tu l'as dit, ça va être extrêmement serré ce match-là. Il y a du. Il y a un gros défi des deux côtés. Là. On va avoir, c'est l'équipe qui va. C'est niaiseux à dire, là, c'est cliché, mais c'est l'équipe qui va arriver à exécuter malgré la pression qui est là. Est-ce qu'on va être capable d'éviter les up and down de momentum, d'être trop bas, parce que trop haut, tu n'es jamais trop haut, mais est-ce que tu descends trop bas quand tu vas avoir des baisses de régime? C'est ce qu'il faut éviter parce que les deux équipes sont capables de le faire. Maintenant, comme je dis, ça va être à voir, puis c'est ce qui rend tout
le, le beau à ces événements-là, c'est que c'est un match, donc tu ne peux pas te reprendre le lendemain en disant oui, j'ai peut-être le couteau sur la gorge, mais au moins j'ai un autre match pour aller chercher. Non, c'est là. Donc, ça va se décider jeudi entre Bishop et Laval d'un côté, Concordia et Lucam de l'autre. Puis, bien évidemment, ça va vite. Fait que samedi, on va avoir le droit à la grande finale, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, ça va être super intéressant à suivre. Puis surtout, je pense qu'on va avoir du grand jeu. Moi aussi 100%. Allez voir les matchs, puis c'est ça. Allez voir les matchs. Yes. Donc, voilà, fait que sur ce, ben écoute, je ne peux que te souhaiter de l'excellent basket comme on pense être capable d'en avoir, mais surtout, profites-en bien. Montre-nous, ramène-nous des bonnes nouvelles, tu nous expliqueras ça avec tes analyses toujours précises et pertinentes. Bien hâte de voir ça, bien hâte de te reparler la semaine prochaine à propos de ça. 100%. Merci beaucoup, Phil, puis merci aux auditeurs. Salut. Salut. Hockey, je vais dire universitaire féminin cette fois-ci, parce qu'on va, cette semaine, vraiment se concentrer sur le hockey universitaire. Et avec nous, on a David Brosseau, parce qu'on a toujours Léa McIntyre qui est avec nous, qui est notre chroniqueuse de hockey féminin. À chaque fois, vous la connaissez déjà, mais on a David Brosseau qui est le descripteur des matchs des Carabins, qui a eu la chance de vivre une fin de semaine de fou. On va y revenir, mais c'est ça. Donc, la dernière fin de semaine, on a eu les demi-finales au hockey universitaire du RSEQ. On a eu le droit à du jeu extraordinaire. Une série qui s'est passée, disons, on va appeler ça sens unique. 2 victoires de 5-1 de Concordia contre Bishops et la série qui s'est finie 2-1, 3 matchs de 3-2 en prolongation. Bref, on va y revenir. Je veux qu'on commence avec la série de Concordia contre Bishops. On n'est pas surpris de ce résultat-là en soi. Ça reste que Concordia a fait un sérieux statement pour montrer on est prête. On est rendu là. Je ne sais pas comment tu as vu ça. Léa, on commence avec toi. Comment tu as vu justement cette série-là où Concordia a vraiment dominé? Moi, j'ai assisté au match numéro 1 à Concordia. Puis, on regarde le score et on voit un 5-1 Concordia, mais ça a été vraiment un match serré. Jusqu'à la fin de la troisième période, là, c'était 2-1. Là, Bishop a eu un power play. Ils ont eu une punition pendant ce power play-là, donc ça l'a annulé. Je pense que c'est là que ça revirait et que Concordia a pris le dessus. Mais c'était vraiment enlevant comme série. Ça jouait des deux côtés. Mais je pense que l'expérience de Concordia a fait qu'ils ont été capables de capitaliser au bon moment. Leur premier trio, là, Rosalie Méginsir a marché à fond. Je pense qu'elle a 6 points en 2 matchs. Leur power play a vraiment été très bon aussi. On voit qu'il y a une chimie dans cette équipe-là qui est incroyable. Ils se trouvent partout sur la glace. Ça va être un bon défi pour les Carabins pour la suite parce que Concordia a vraiment une belle équipe. Et puisque les Carabins sont qualifiés d'office, Concordia s'est qualifié pour le championnat canadien. Donc, c'est une petite motivation de plus. Là. Absolument. David, as-tu vu les matchs? Bien évidemment, pas de la même façon que quand tu décris, mais ça reste c'est ça. As-tu pu voir les matchs? Puis qu'est-ce que tu en as justement retiré de ça? Ben écoute, Concordia s'est vraiment établi comme l'équipe à battre depuis le début de la saison dans la RSEQ. 2 victoires de 5-1 face à Bishop. Bishop qui est pas une équipe, on va sortir l'expression difficile à jouer contre, là, mais c'est vraiment une équipe qui travaille fort, qui travaille fort dans les coins. On a une joueuse comme Maud Pépin, Nelly Vigneault-Sargent à l'attaque qui se donne. Là, on a vu qu'au niveau du talent, là, il ne faisait pas le poids face à Concordia. Bon, Bishop est à sa 2e année seulement là, d'existence dans le hockey universitaire féminin. Donc, vraiment, c'est un programme qui est bien parti. Hein? Mais bon, Concordia, vraiment, Léa en a parlé, le Béginsir, 3 buts, 3 passes. C'était Léonie Philbert qui a été excellente en défensive. 1 but, 3 passes. Sa sœur Alice dans les filets, seulement 2 buts accordés. Donc, vraiment ce programme-là, depuis l'arrivée de Julie Chu là, et Caroline Ouellet,
se démarque. Julie Chu, c'est 13 victoires, 8 défaites depuis 2016-2017 en série. Puis 6 victoires consécutives depuis les séries de l'année passée. Donc vraiment, là, Concordia vole pas leur place présentement en série. Non, puis je trouve ça intéressant quand Léa t'a amené l'idée que, dans le fond, le premier match, c'était un 2-1. Bishop s'était gardé dans le match, puis on savait là, que Concordia allait tirer plus souvent, allait avoir probablement plus d'occasions, mais Bishop s'est gardé dans le match, puis effectivement, c'est juste que, comme David soulève, à un moment donné, quand le talent est là, pas qu'il n'y a pas de talent à Bishop, il y a des joueurs de très haut calibre. Là, moi, Marie-Camille Théoré, le défenseur, j'adore cette joueuse, mais il reste que c'est trio après trio. Dès que ça embarque sur la patinoire, tu sens qu'il y a une efficacité qui est comme constante. Ça devient lourd à retenir constamment. Fait qu'il y a une profondeur chez Concordia. Oui, là, c'est le premier trio qui a frappé fort. Mais on le sait qu'Émilie Lavoie, Zoé Thibault et Chloé Gendreau, là, ça se peut qu'au prochain match, ce soit elle qui explose. Là, t'es pas. Donc, puis c'est un peu ce qui est arrivé. Ben, pas ce qui est arrivé dans le sens que c'est les autres qui ont explosé, mais au deuxième match, Concordia, dès la première période, marque 2 buts. Deuxième période, marque 2 autres buts. Là, tu dis, OK, il n'y a plus rien à faire. Là, c'est pas. Fait qu'il y avait quand même une différence là, qui était là entre ces deux équipes-là, qui a fait que, ultimement, Concordia, une équipe à maturité, une équipe avec beaucoup d'expérience qui a gagné, avec plusieurs joueurs, évidemment, qui étaient là l'an passé, qui a gagné le championnat canadien, contre une équipe, comme tu dis, relativement nouvelle, qui déjà a fait une très, très bonne saison. Donc, ça va être intéressant de voir Bishop dans les prochaines années. Surtout, on en parlait hors d'onde avant de commencer. L'excellente Gabrielle Santerre qui s'en vient s'ajouter là. Donc, on parlait de talent, là, on parle de talent pur qui va s'ajouter l'an prochain pour Bishop. Ça fait que je ne suis pas inquiet pour leur avenir, surtout si le lien Lennoxville-Bishop se crée et que le pipeline se bâtit. Là, je pense qu'on va avoir beaucoup de bonnes joueuses pour longtemps là-bas. Oui, puis tu sais, on en parlait la dernière fois qu'on s'est parlé. La culture qu'il y a de gagnante à Concordia est incroyable. Honnêtement, je ne vois pas de faille dans cette équipe-là. Ils sont tissés serrés entre eux. Chaque trio est dangereux. Dans les buts, Alice, c'est un mur. Elle est tellement calme devant son filet. On dirait qu'il n'y a rien qui peut l'ébranler. Ils ont une très bonne défensive. C'est vraiment une belle équipe à voir aller. Et tu parlais d'Alice Fulbert, un mur, puis c'est étonnant, elle n'a pas la stature d'une gardienne de but, par exemple, comme Anne-Renée Desbiens, par exemple, avec l'équipe Canada, là, et vraiment, elle arrête tout très rapide dans ses déplacements. Puis, tu sais, on en parlera dans quelques minutes, là, j'imagine, là, mais j'ai vraiment de voir la confrontation au Racine de l'autre côté face au Carabin, et vraiment, là, tu sais, on parlait de profondeur aussi. Moquin-Joubert, on a Rice aussi à l'attaque. Olivia Hale aussi en défense. Donc vraiment, là, je veux dire, on peut prendre même les attaquantes 13, 14 et 15 de Concordia, puis elles pourraient être partantes dans d'autres équipes du RSEQ. Donc vraiment, un programme qui a pris son envol, notamment avec, comme je l'ai dit tantôt, l'arrivée de Julie Chu et Caroline Ouellette, qui, comme tu l'as dit, Léa, instaure et installe une culture exceptionnelle à Concordia. Absolument. Tu sens que leur bagage à ces deux femmes-là s'enlève. En fait, ça n'enlève pas rien. Ça amène les autres coachs, justement, à monter leur jeu d'un cran, si on veut. Puis s'il y en a qui savent le faire, ben, je pense qu'Isabelle Leclerc et Dominique à Bishop, clairement, sont capables de jouer dans ces niveaux-là aussi. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines années, justement, comment ces équipes-là vont se monter. Si on s'en va à l'autre demi-finale, là, Montréal-Ottawa, on savait qu'on aurait une série serrée. On avait deux équipes qui s'étaient confrontées toute l'année. Il n'y avait pas de grosse différence entre ces deux équipes-là. On savait on sentait qu'Ottawa avait un peu le numéro des Carabins, savait comment les jouer. Mais
on n'aurait jamais pu gager à ce point serré. Et là, comme j'ai dit en début de chronique, 3-2, 3-2, 3-2. Écoute, David, je suis obligé de te laisser commencer. Tu as vu ça de proche, tu l'as raconté pendant 4 jours de temps. Donc, je te laisse nous décrire comment tu as vu ça, comment tu as vécu ça. Ben, tout d'abord, là, il faut savoir que les GGs ont remporté 3 des 5 matchs face aux Carabins cette saison, en saison régulière. Là, on savait que de l'autre côté, il y avait Molofny, Harkness, Wiesenthal qui allaient être des joueuses à surveiller de l'autre côté. Et honnêtement, on les a pas tellement vus dans les 2 derniers matchs. Mm-hmm. Si on revient au premier match, là, les Carabins, on les sentait nerveuses en début de match. Il n'y avait pas le momentum. Ottawa a concrétisé 2 fois en 3e période. Il menait 3-1. Audriane Veillette a ramené le match à 3-2 avec vraiment... elle rentre toujours du côté droit puis trouve l'ouverture alors qu'elle n'a pas d'angle. Cette fois-là, elle a battu la gardienne des GGs, Aurélie Dubuc, sa coéquipière là, lors des universiades avec qui elle a remporté l'or, en bas à droite de la jambière. D'habitude, elle bat les gardiennes dans le haut du filet ou entre le bloqueur et la jambière. Donc, vraiment, elle est capable de trouver des trous où est-ce que personne d'autre en trouve. Là. C'est vraiment une joueuse à regarder. Le deuxième match, 3-2, les Carabins sont revenus dans le match, perdaient 1-0, gagnent 3-2. Donc, vraiment, on s'est échangé les avances là, tout au long de la série. Troisième match, les Carabins menaient 2-0. Ils étaient confortablement assises. Là. Ils se dirigeaient vers la victoire. Ottawa remonte ça 2-2. Et Jade Picard, si je ne me trompe pas, à 32 secondes là, du début de la prolongation, profite de un tour et met la rondelle dans le filet. Ça termine la carrière de Harkness, Molofny, qui venaient respectivement de Syracuse et Yukon aux États-Unis, qui profitaient d'Ottawa pour jouer une 5e année. Donc, on dit au revoir à 2 joueuses qui, possiblement, on pourrait voir dans la PHF l'année prochaine. Il y avait un recruteur de la force là, qui était là pour, j'imagine, pour les voir jouer lors du 3e match. Donc, les GGs, cette année, je pense qu'ils espéraient là, au moins se rendre en finale contre Concordia puis essayer d'accéder au championnat canadien. Les Carabins en ont profité. Puis, juste une mention, là, Isabelle Leclerc en séries éliminatoires en prolongation, elle n'a jamais perdu. Et ça, en 13 ans, là, si on rajoute la COVID, ça fait 14 ans. Donc, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, Isabelle Leclerc, mais en prolongation, elle doit sourire là, à ses joueuses au banc. Léa, quand une série se passe comme ça, puis tu sens que tout le long, là, c'est serré, tu n'arrives pas à te détacher, tu n'arrives pas à avoir un moment où tu respires. En fait, le seul moment où ils ont pensé peut-être respirer les Carabins, c'est peut-être après 2 périodes dans le 3e match parce qu'elles contrôlaient le match. C'était pas juste mené 2-0. On sentait qu'elles avaient une meilleure énergie qu'Ottawa, mais c'était l'affaire à ne pas faire, respirer, justement. Comment on fait pour garder, justement, son énergie, garder sa concentration quand l'intensité, en fait, est-ce qu'on arrive à être plus concentré ou on décroche ou parce qu'on est sur une fine ligne là, d'intensité justement qui fait en sorte que tu peux décrocher quand même. Tu as beau dire que tu es sur l'adrénaline, il faut que tu restes dans le plan de match. Je pense qu'il faut y aller un shift à la fois, une présence à la fois, puis pas penser plus loin. On va sur la glace, on donne tout ce qu'on a pour les 30-40 secondes et on essaie de sortir de la glace avec un résultat positif. Donc, 0 ou plus. Puis jamais aller dans le négatif. Puis si on rentre au banc et qu'on est à 0, notre travail est fait. Donc, c'est vraiment ça, d'y aller une présence à la fois puis de vraiment contrôler ses émotions. C'est surtout ça qui peut faire décrocher dans les moments critiques si on n'est pas capable de gérer nos émotions. Donc, probablement que ça a été fait très bien faite par les Carabins pour être capable de revenir comme ça en prolongation. Puis un but de Jade Picard. C'est comme, elle a tellement eu une bonne saison son année recrue. Tellement contente de l'avoir marqué un gros but comme ça. C'est tellement mérité. C'est vraiment rafraîchissant de l'avoir allé comme ça. Là.
Ouais. Et Vas-y, David. Une petite chose sur Jade Picard, là, c'est la première défenseur à avoir remporté autant le titre de recrue de l'année que d'être élue sur la première étoile, et ça depuis Catherine Ward. Puis Catherine Ward, là, c'est une Olympienne canadienne. Est-ce que Picard va connaître la même carrière que Ward, qui a évolué à McGill? Bon, c'est difficile de porter ces gros souliers-là, là, mais bon, ça reste à voir. Puis je veux juste revenir sur la troisième période, là. Quand les Carabins menaient 2-1, tout ce qu'on faisait, c'est on voulait sortir de notre territoire, on dépassait la ligne rouge et on dégageait. Donc vraiment, il n'y avait pas de momentum, on jouait très défensif. Et quand on joue défensif, Léa, tu le sais sûrement, là, mais la rondelle demeure très longtemps dans le territoire. Puis Ottawa appliquait énormément de pression sur les Carabins, donc ça a fini par payer, mais Isabelle Leclerc a porté chance à son équipe en prolongation, j'imagine. Il y a une joueuse, c'est un bon point parce que tout le monde fait ça depuis toujours. N'importe qui regarde du hockey depuis toujours, si le moment est un peu important, tu es en troisième période puis tu mènes, tu joues ses talons, comme on dit, c'est un réflexe naturel. Tu veux tellement pas, quand la pression est haute, tu veux tellement pas être la personne qui fait l'erreur, tu veux tellement pas te donner de surnombre, tu veux tellement pas te donner d'avantages à l'autre équipe qu'au lieu d'essayer de t'en créer, toi, des avantages, tu essaies de ne pas en donner. Puis ultimement, comme tu dis, ben, tu te retrouves à défendre dans ton territoire. Puis par défaut, en étant dans ton territoire, bien évidemment que les chances sont de l'autre bord. Mais il y a une joueuse dont on n'a pas parlé qui a été extraordinaire dans cette série-là, qui n'est pas une joueuse qui, en temps normal, remplit le filet ou qui a des statistiques offensives à tout casser, mais qui a définitivement montré, en tout cas, qu'elle peut être une joueuse de série, c'est Alex Clavel. Alex Clavel, là, c'est extraordinaire. Elle était partout. Elle patinait. La rondelle collait à elle. Franchement, elle a été il faut le dire, là, elle a été probablement la meilleure joueuse d'Ottawa dans cette série. Ben, dis-moi la plus régulière. Là. Si je ne me trompe pas, ouais. C'est 2 buts, 3 passes. Ou... C'est bref, ça. C'est ça, bon. 3 buts, en tout cas, je ne sais plus. Bref, elle a des bonnes statistiques. Puis 100 saisons face au Carabins en 5 matchs, ben, c'est 4 passes. Donc, est-ce qu'elle avait la recette mystère pour des joueurs au Brassine? J'en ai aucune idée. Mais vraiment, tu sais, on l'a vu, là, des joueuses qui lèvent leur cran en série. Ben, Alex Clavel, elle l'a prouvé. Elle revient à Ottawa encore l'année prochaine. Donc, peut-être bâtir sur ce momentum-là l'année prochaine pour vraiment se démarquer puis être une joueuse sur qui Chelsea Grills peut compter sur son premier trio l'année prochaine. Là, on va avoir une série finale qu'on attendait, évidemment, qu'on espérait, je peux le dire comme ça. Pas ça enlève absolument rien aux autres. Là, ça aurait été n'importe qui d'autre qu'on aurait apprécié la finale, j'en doute pas. Mais on dirait qu'à cause Montréal reçoit le championnat canadien. À cause que Montréal reçoit le championnat canadien, tu ne veux pas qu'elles entrent non plus par la porte d'en arrière. Donc, puis, comme me disait Audrey-Anne Veillette quand je lui ai parlé la semaine dernière, elle me dit, tu sais, on ne veut pas arriver là avec un mauvais positionnement au classement non plus. Tu arrives là, tu es classé 8, tu joues contre 1, tu sais, c'est en partant, puis on le sait, c'est un tournoi où est-ce que, c'est pas simple élimination, mais en fait, tu ne peux pas gagner l'or dès que tu perds un match, là. Donc, à ce moment-là, évidemment, tu veux te donner une chance en ayant des adversaires plus à ta portée, disons-le comme ça. Donc, Montréal avait quelque chose à aller gagner absolument. Il y avait une flamme qui était là à absolument aller chercher. Puis évidemment, Concordia, c'est Concordia. Tu es positionné première au classement. C'est les championnes en titre. Elles ont fait leur travail contre Bishops, mais là, on va avoir une finale où est-ce que pas Bishops, mais Concordia va avoir un autre type de client là, devant elle. Une équipe de Montréal qui a un peu de tout. Je parlais d'Audrey-Anne Veillette, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, mais des joueuses en défensive qui sont extraordinaires aussi, puis une gardienne en haut Brassine là, qui n'a pas à rougir face à qui que ce soit en termes de comparaison. Comment, Léa, tu vois cette finale-là? Est-ce que tu donnes l'avantage clair à une des deux équipes? Comment tu vois ça? C'est sûr que c'est Concordia qui part avec l'avantage. Ils ont fini première au classement. Ils ont une belle équipe. Ils sont championnes en titre. Ils savent ce qu'il faut ils savent ce que ça prend pour se rendre au bout.
Mais tout peut arriver. On l'a vu toute la saison au circuit universitaire. Il y a eu des revirements. Des équipes ont gagné alors qu'ils n'étaient pas les favoris. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, les Carabins ont gagné en prolongation leur 3e match. Ils arrivent avec un momentum, ils sont gonflés à bloc. Ça va tellement être serré comme série. Je m'attends à ce que ça aille en 3 matchs. Les atmosphères vont être incroyables dans les 2 arénas. Je sais qu'à Concordia, la semaine passée, là, il y a beaucoup d'équipes sportives qui étaient là. Ça faisait du bruit. C'était vraiment incroyable l'ambiance. La même chose va arriver au Sepsum, j'en suis convaincue. Je m'attends à ce que ça se passe en 3 matchs, cette série-là. L'avantage de la glace, dans le fond, l'avantage de la glace irait pour Concordia, c'est ça? Ouais. Moi je me demandais, Léa, et tu donnes l'avantage à qui exactement? Je pense que je vais y aller avec Concordia. Mon cœur est déchiré. J'ai étudié à l'Université de Montréal, mes amis jouent pour les Carabins, mais je pense que je vais y aller avec Concordia. Leurs 2 premiers trios, leur power play me fait peur. Puis ça m'a vraiment... Tu sais, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Concordia cette année pour mon équipe à Dawson. Puis ça m'a frappé aux yeux quand je les ai vus jouer. Je dis à quel point ils se trouvent partout sur la glace. Leur exécution est super. Ils sont tellement dédiés. J'ai jamais vu une équipe bloquer autant de lancers. Donc, j'ai pas le choix d'y aller avec Concordia. Et toi, David? Bon, regarde. As-tu le droit de pas prendre pour Montréal? Écoute, moi, c'est ça. Là, je suis payé par les Carabins pour faire la description. Donc, clairement, c'est sûr que les Carabins gagnent cette série-là. C'est sûr. Bon. Maintenant, on va faire un petit retour là, en saison. Carabins, Concordia, c'est 5 matchs. 3 victoires du côté de Concordia, 2 du côté des Carabins. Mais ces victoires-là, c'est une en prolongation, une en fusillade, une en temps réglementaire. 10 buts de chaque côté en 5 matchs. Là, du côté de l'avantage numérique, c'est là qu'il y a une grosse différence. Les Carabins, 2 en 21. Quand même, 21 occasions en avantage numérique, c'est énorme. Du côté de Concordia, c'est 3 en 13. Donc, on le sait, là, Amy Fecteau, c'est une excellente joueuse, mais c'est 26 minutes de pénalité cette saison. Donc, je pense elle le sait, il faut vraiment qu'elle fasse attention. C'est une joueuse qui est intense, qui a une seule vitesse, c'est la 5e. En 2 matchs en série pour le moment cette année, c'est 3 passes. Je pense que c'est vraiment une joueuse qui peut faire balancer la série d'un côté ou de l'autre, soit par son indiscipline, soit par son jeu extraordinaire là, à l'attaque. La victoire en prolongation, c'est elle qui l'a donné contre les Carabins cette saison avec un tir vraiment, un tir élite là, dans le haut du filet. Du côté des Carabins, là, Jade Picard, qui en est à sa première année, Isabelle Leclerc l'adore, elle l'utilise à toutes les sauces, avantages numériques, désavantages numériques, 5 contre 5. Vraiment, c'est une défenseur qui n'hésite pas à sortir la rondelle de son territoire, qui est très mobile et qui a un physique assez imposant. Là. Donc, j'ai hâte de voir si elle va pouvoir faire fi de la pression de Concordia et sortir la rondelle aussi facilement que lorsqu'elle l'a fait en saison régulière. Et Kéliane Nadeau, là, la joueuse finissante cette année, elle a 11 points en carrière en série. Un de plus et elle égale le record des Carabins de Sophie Brault, qui en a eu 12 en 18 matchs. Donc, vraiment, on compte sur ces 2 arrières-là pour relancer l'attaque. Et il y a quand même Audrey Gervais, Brianne Dondo, Chloé Chéneau. Bon, Annabelle Faubert est blessée. Peut-être qu'on va pouvoir la voir en série du côté des Carabins. Une droitière. Présentement, on sait qu'il y a plus de gauchères en défense que de droitières, donc c'est pas idéal pour une entraîneuse-chef. Donc, vraiment, du côté des Carabins, c'est vraiment la défense et évidemment Audrey-Anne Veillette qui peuvent faire balancer la série de leur côté. Dans les filets, Aubracine est solide, mais bon, elle a commis une erreur, notamment lors du premier match. Là. Elle a donné littéralement la rondelle à son adversaire qui a marqué. Elle a eu Alex Clavel, Vicky Harkness a été battue dans le haut du filet quelques fois.
mais elle est très, très calme tout de même dans son filet et elle donne de la confiance à ses attaquants. Du côté de Léonie Philbert, 2 victoires, un but, une moyenne d'un but et un taux d'efficacité de 950, donc vraiment une gardienne élite. Elle est eu notamment sur la première équipe d'étoiles cette année. Donc, vraiment, là, c'est 2 équipes pas mal égales. Concordia a une attaque plus importante, mais j'ai pas le choix de donner l'avantage à Montréal du côté de la défense. Au niveau des coachs, Julie Chu, Isabelle Leclerc, c'est 2 sommités dans leur domaine. Là. Leur réputation n'est plus à faire. Donc, d'après moi, devant les filets, c'est là que ça va jouer. Là. Si Aubrassin est capable de lever son jeu d'un cran, d'après moi, les Carabins vont pouvoir l'emporter. Mais si Alice Philbert continue avec des statistiques comme ça, d'après moi, Audrey-Anne Veillette ne peut pas porter l'attaque des Carabins toute seule. Malgré tout ça, je donne avantage aux Carabins en 3 matchs. Je voulais mentionner, c'était l'implication de Jessica Boulanger et d'Amélie Poiré-Lehoux, notamment. J'ai beaucoup aimé leur travail dans la série contre Ottawa. On parle beaucoup d'Audrey-Anne Veillette. Évidemment qu'il y a énormément de poids sur ses épaules du fait de devoir transporter l'attaque, ou du moins minimalement produire régulièrement. Mais il y a d'autres joueuses, puis je pense que si Boulanger, en particulier, Boulanger peut soutenir comme il faut Audrey-Anne Veillette, je pense qu'on a quelque chose là qui peut aider. On va avoir besoin d'elle absolument. Une capitaine là, qui est capable d'être le moteur de ce trio-là. Oui, Audrey-Anne est très rapide, mais elle est tellement surveillée que ça prend quelqu'un qui continue de mettre énormément d'énergie sur la patinoire. Puis j'ai aimé le travail de Boulanger en espérant qu'elle puisse continuer à être comme ça et être efficace aussi contre Concordia. Oui, petit commentaire sur Boulanger. Là. Bon, le premier trio des Carabins au début de la saison, c'était Pouliot, Boulanger et Veillette. Maintenant, c'est Lauriane Etier, une recrue cette année qui a été aussi élue sur l'équipe d'étoiles des recrues. Complète le trio de Boulanger et Veillette. Puis on voit là, Veillette, elle sait qu'elle est couverte et elle utilise elle utilise sa vision de plus en plus. Là, parce que quand tu es prévisible dans n'importe quel sport, c'est là que tu deviens facile à contrer. Et Veillette le sait qu'on attend toujours son tir. Et elle a trouvé Boulanger, là, notamment sur un but lorsqu'elle jouait à Ottawa en fin de semaine. Donc, vraiment, si elle utilise cette arme-là, qu'elle a de sa vision, ses passes, trouver ses coéquipières, ça va être une attaque et un premier trio extrêmement dangereuse du côté des Carabins. Et Amélie Poiré-Lehoux, qui est sur le deuxième trio, là, notamment avec Joanie Garand, c'est un moteur. Elle n'arrête jamais, très intense. Et de plus en plus, là, notre statisticien chez les Carabins compile maintenant les mises en échec, notamment grâce ou à cause, là, c'est selon, d'Amélie Poiré-Lehoux qui s'en laisse vraiment pas intimider le long des rampes et elle a du talent offensif. C'est juste la régularité qui manque de son côté pour le moment. Mais j'ai hâte de voir si elle va être capable de se démarquer face à Concordia en fin de semaine. Léa, tu pourrais peut-être nous le dire. Mon feeling, c'est que ça va être la capacité de Concordia d'exercer une pression constante et efficace contre les défenseurs. Est-ce que les défenseurs des Carabins vont être capables de sortir la rondelle de la zone rapidement? Puis si on est capable de faire ça, le jeu, oui, tu avais raison, David, je pense que tu amenais le cas des gardiennes de but. C'est une évidence, là, tant qu'à moi. Effectivement, c'est probablement le point clé. Mais en termes tactiques, là, il y a peut-être... Moi, je pense que si la défense de Montréal est capable de sortir le plus rapidement possible, si elles arrivent à le faire, parce que c'est facile de dire il faut faire ça, là, je pense que tout le monde sait qu'il faut faire ça, mais si elles arrivent à battre cette pression-là de l'attaque de Concordia, à ce moment-là, on peut se donner plus de chance, parce que Concordia, si tu les laisses longtemps dans ta zone, tu vas te brûler, c'est sûr et certain. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Mais plus Concordia va être longtemps en possession de la rondelle, plus ça va être dangereux. Il va falloir que Montréal soit rapide à récupérer les rondelles, sortir de leur zone et à ce moment-là, entrer dans l'autre zone. Puis, comme David disait, l'utilisation de Boulanger, là, ça
ça va être nécessaire pour Veillette parce que je pense pas que contre une équipe contre Concordia, elle va pouvoir être la seule à produire s'ils veulent aspirer aux grands honneurs. Il va falloir que la production vienne de plusieurs personnes. Mais oui, ça va commencer avec leur défensive qui est très solide. Il va falloir que rapidement, ils soient capables de récupérer les rondelles pour éviter que Concordia s'installe trop longtemps dans leur zone. Donc, si je me fie à vous autres, il y a quelqu'un qui dit Concordia, l'autre dit Montréal, fait que je suis obligé de me mouiller pour déterminer ce que Bulletin sportif... Je vais y aller avec Concordia. Puis écoute, c'est tellement rien. J'aimerais pas être obligé de gager ma maison là-dessus, je serais un peu nerveux. Mais il reste que j'ai l'impression que Concordia a ce petit quelque chose de plus qui les rend... on dirait dangereuse tout le temps. Il y a quelque chose avec cette constance dans la qualité du jeu de Concordia qui fait en sorte que maintenir ce rythme-là pour les affronter tout le temps, ça devient difficile. Dans un match donné, c'est une chose, mais une série 2-3, ça veut dire aller les battre 2 fois, matcher et même dépasser leur intensité, leur constance dans la pression, leur vitesse. C'est pas que Montréal n'est pas capable de le faire. Là. Je pense que Montréal est capable de le faire, mais ça reste un haut niveau de jeu. Puis c'est pour ça que, écoute, je ne serais pas surpris qu'elle répète leurs exploits de l'an passé, de gagner même le championnat canadien. Là. C'est vraiment une excellente équipe de hockey. Puis, regarde, tant mieux pour les Carabins s'ils réussissent à les battre. Là. Mais mon petit 2 irait sur Concordia. Si j'étais obligé d'en mettre un, évidemment. Non, je pense vraiment que la profondeur des Stingers va faire pencher la balance. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience aussi. Je pense à Alexandra Boulanger qui joue sur leur 4e trio, que je ne pourrais même pas dire combien de matchs d'expérience elle a en série. La victoire de l'année passée, ça va leur amener de la confiance, je suis certaine. Par contre, ça va avec une certaine pression. Mais vraiment, moi aussi, j'irai avec Concordia, mon petit 2, parce que je ne vois pas de faille à cette équipe-là. Good. David, tu te prépares pour une description, mais en fait, toi, tu as un match à décrire. Mais après ça, tu vas avoir le championnat canadien au complet. Ouais, dans le fond, j'ai un match à décrire, mais on a un programme double au Sepsum. Donc, il y a du volleyball masculin aussi, la finale entre les Carabins et Sherbrooke, que je décris aussi. Vous allez pouvoir suivre ça sur la chaîne YouTube des Carabins, évidemment. Bref, je vais en parler un petit 30 secondes, là, mais Sherbrooke n'a qu'une défaite. C'était son premier match de la saison face aux Carabins. Donc, un duel de titans, là, puis le programme de Sherbrooke a vraiment repris du galon depuis les 2-3 dernières années. J'ai très hâte de voir ce duel-là. J'ai pas eu la chance de décrire un match Sherbrooke-Montréal cette saison à cause de conflits d'horaire. Donc, ça va être un gros samedi au Sepsum. Good. Ben effectivement, un très gros samedi parce que, comme tu dis, volleyball, c'est autre chose, mais moi, j'adore. Fait que vous allez en avoir plein les bras avec Sherbrooke, ça, c'est sûr et certain. Mais toi, tu vas avoir une journée passionnante pareil parce que du gros hockey, surtout qu'il y a une des deux équipes qui va déjà mener 1-0. Fait que ça se peut que tu ailles la finale se termine là ce samedi. Donc, ça commence en fait jeudi soir à Concordia, premier match. Les fans vont être prêts dans l'aréna à Concordia. On le sait comment, quand ils décident de s'y mettre, ils prennent beaucoup de place, les fans de Concordia, pour le meilleur et pour le pire, mais ils sont là, il faut faire avec. Puis, je pense qu'on va avoir le droit à du très beau hockey, en espérant que les gens soient nombreux à le suivre là, si ce n'est pas sur place, via les différentes plateformes dont tu parles, David, là, les pages YouTube, là, puis les chaînes YouTube des différentes universités, parce que le travail qui est fait pour décrire et nous offrir le sport universitaire est toujours excellent et très apprécié. Oui, on travaille fort. Yes, j'en doute même pas. Léa, vas-tu être sur place pour regarder des matchs ou tu n'auras pas le temps parce que tu vas être pris avec ton équipe? J'ai déjà acheté mon billet pour jeudi. La semaine passée, on est allé en équipe
avec Dawson après notre entraînement voir les Stingers contre les Gators. Donc, on devrait faire la même chose, surtout qu'une de nos joueuses va être arbitre pour ce match-là. Donc, on devrait être là. Et moi, j'ai acheté mon billet samedi aussi. Là. Moi, j'ai dit à mes amis que jeudi, j'allais prendre pour les Stingers, que pour samedi, j'allais prendre pour les Carabins. C'est bon. Et parce que j'ai 2 amis dans les 2 équipes, donc c'est le deal que j'ai fait avec eux. Malheureusement, dimanche, je ne pourrais pas être là. Donc, mais c'est sûr, je vais suivre ça en ligne. Ah ben excellent. Puis en plus, tu nous dis que toi, tu es sûr de ne pas crier après l'arbitre, fait que c'est déjà une bonne chose. Excellent. Ouais. Écoute, écoutez, en fait, je vous remercie infiniment de ça, d'avoir été avec moi pour mettre la table, parler des demi-finales, mettre la table pour la finale. On aura l'occasion assurément de reparler de hockey universitaire parce que, comme on le mentionnait tantôt, les championnats canadiens, le championnat canadien féminin sera à Montréal au Sepsum cette année. Une occasion unique de voir vraiment les meilleurs joueurs au Canada évoluer une contre l'autre. Donc, franchement, là, ne boudez pas votre plaisir. C'est ce que je vous dis. Merci encore. À très, très bientôt. Puis, bon hockey tout le monde. Hey, merci beaucoup, Phil. Puis, je vais être là jeudi aussi. Good. Excellent. Salut. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission cette semaine. Une émission un peu plus courte parce qu'on n'a pas eu d'invité à l'entrevue de la semaine. Ça n'empêche pas qu'on a énormément d'actions. On a eu énormément d'actions. On va en avoir encore beaucoup. Finale RSEQ au hockey. Donc, ça commence jeudi. Finale 2 de 3. Montréal contre Concordia chez les femmes. Chez les hommes, dans l'Est de l'Ontario, on a un duel Concordia-UQTR et ça commence mercredi soir. Même chose, un 2 de 3. Volleyball universitaire, les finales à partir de vendredi, encore une fois, des 2 de 3, donc 3, 4, 5, ça commence vendredi. Un match à chaque jour. Si on se rend jusqu'à 3, chez les femmes, c'est McGill contre l'UQAM et chez les hommes, Montréal contre Sherbrooke. Basket universitaire, c'est les demi-finales et les finales. Et là, on n'a pas de 2 de 3, c'est des do or die. Donc, en demi-finale chez les femmes, jeudi, Concordia contre Bishops, UQAM contre Laval. Chez les hommes, Concordia contre l'UQAM et Bishops à Laval. Donc, voilà, ça va être nos duels en demi-finale, finale samedi. Donc, manquez pas ça. Ensuite, au basket collégial, tout se passe au Cégep Édouard-Montpetit. Achetez vos billets, allez sur place. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Allez les encourager. Vous allez avoir des matchs un en arrière de l'autre de finale de basketball, Division 1, hommes-femmes. Il n'y a que de la qualité qui va se jouer là. Donc, samedi, dimanche, vous ne pouvez pas vous tromper. Les matchs un en arrière de l'autre et du très gros basket. Je ne peux que vous inviter à y aller en grand nombre. Sinon, RSEQ.direct pour les matchs de basket collégial que vous pourrez voir en web diffusion. Ça, c'est la même chose pour le hockey universitaire, le volleyball et le basket universitaire. Donc, tout est disponible, mais il n'y a rien qui bat aller sur place. Donc, allez-y si vous êtes en mesure de le faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, fin de semaine de sport universitaire, collégial. Il y en a pour tous les goûts. Allez-y, vous êtes sûr à 100% d'avoir du bon spectacle, du bon jeu et surtout beaucoup d'intensité. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là et surtout, partagez notre contenu. Invitez les gens à s'abonner. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire au sport étudiant. Merci. Salut.